Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre avec la formation Introduction à la cybersécurité, dans laquelle nous allons parler de la sécurité comportementale, du guide sur la sécurité et pour terminer, des outils de prévention et de détection contre les cyberattaques. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer comment se passe l'approche comportementale de la cybersécurité, de donner son importance dans une organisation. Vous serez également capable de définir le guide sur la sécurité, de donner son utilité et de pouvoir écrire quelques règles vous-même. Et pour terminer, vous serez capable de définir, de donner le rôle et l'utilité des outils de prévention et de détection. Nous allons aller répondre aux quiz posés dans la vidéo précédente de cette même formation. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'as pas répondu à cette question dans la vidéo précédente, je t'invite à aller revoir l'ensemble des vidéos proposées dans cette formation. Nous allons commencer comme d'habitude par rappeler les questions. La première question était: quelles mesures complémentaires vous semblent efficaces pour renforcer l'authentification par mot de passe? En A, on avait la question secrète du type: quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère? B, SMS, envoi d'un SMS autant pour moi, avec un code de confirmation. En C, on avait la notification de connexion par courrier, la saisie de votre date de naissance à chaque connexion. Eh bien, les réponses ici étaient, parce qu'il y avait deux réponses bien évidemment, le B et le C. La deuxième question était: quelle est la bonne définition de la gestion des risques? En A, on avait le processus d'identification et d'évaluation des risques pour réduire l'impact des menaces et des vulnérabilités. En B, on avait le processus d'identification et d'évaluation des risques pour déterminer la gravité des menaces. C, le processus d'acceptation des risques qui ne peuvent être éliminés, atténués ou transférés. Et D, le processus de transfert des risques qui ne peuvent être éliminés ou atténués. La réponse ici était A. Vous allez comprendre pourquoi cette réponse au cours de cette vidéo. On va passer à la troisième et à la dernière question. Les attaques directes permettent de récupérer les identifiants et le mot de passe d'un utilisateur pour se connecter à sa place. On avait A pour faux, B pour vrai. Eh bien, la question ici est B. Pour ceux qui ont répondu et qui ont trouvé, je tiens à vous féliciter. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, elle se trouve à la fin de chacune de nos vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir répondre aux quiz dans les commentaires. Avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si c'est déjà fait, like la vidéo pour son référencement et partage également sur tes réseaux sociaux. Ça soutient la chaîne, les amis. Donc, je compte sur vous. L'approche comportementale de la cybersécurité. Le contexte des menaces actuelles pousse de nombreux professionnels à adopter une approche plus globale qui place l'humain au centre du dispositif de cybersécurité au lieu de se contenter des mesures purement techniques. Cette nouvelle évolution met l'accent sur les changements d'habitude pour construire une culture de la sécurité solide au sein des entreprises et réduire ainsi les chances de succès des cybercriminels. C'est en cherchant à mieux comprendre les rouages qui sous-tendent les comportements des attaquants comme ceux des utilisateurs et l'impact que peuvent avoir certaines mesures sur l'attitude de ces derniers que les entreprises pourront anticiper les attaques et les neutraliser en amont. Des mesures comportementales précises et pertinentes sont aussi des outils mis à la disposition des sociétés pour les aider à adapter constamment leur programme de sensibilisation en vue d'instaurer un réel changement de comportement et de culture. Nous allons définir
la sécurité basée sur le comportement, qui est une forme de détection des menaces qui implique la capture et l'analyse du flux de communication entre un utilisateur du réseau local et une destination locale ou distante. Nous allons poursuivre avec la difficulté à suivre le comportement de l'adversaire. Comme vous le savez sans doute, examiner son environnement via une analyse comportementale est à certains égards plus difficile que de simplement rechercher les signatures de malware connues. Mais cette dernière peut s'avérer beaucoup plus fructueuse. Cette idée a été proposée pour la première fois par David Bianco, un gestionnaire d'incidents chez FearEye en 2014, qui décrit ce qu'il appelle la pyramide de la douleur. Voici la pyramide en question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour voir les détails. Et si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Nous y reviendrons dans la formation sur les fondamentaux de la cybersécurité très prochainement. Dans cette formation, nous allons approfondir la plupart des concepts que nous avons vus au cours de cette formation sur l'introduction à la cybersécurité. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette formation. Nous allons poursuivre avec les outils de détection basés sur le comportement. Nous allons présenter 5 outils ici, à commencer par le pot de miel ou Honeypot, qui est un outil de détection basé sur le comportement qui attire l'attaquant en faisant appel à son modèle de comportement malveillant prévu. Une fois que l'attaquant est à l'intérieur du pot de miel, l'administrateur réseau peut capturer, enregistrer et analyser son comportement afin de pouvoir construire une meilleure défense. Le deuxième outil ici est l'UEBA, qui est une technologie de cybersécurité innovante qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique afin de créer une base de référence concernant les comportements normaux des utilisateurs au sein d'un réseau. En termes plus simples, il observe les comportements de chacun. Une fois que les algorithmes ont intégré les comportements normaux, ils peuvent comparer toute nouvelle action avec le comportement normal attendu. Tout ce qui semble inhabituel déclenche alors immédiatement une alerte. Ainsi, vous disposez d'un moyen automatisé et plus complet de détecter les anomalies qui pourraient mettre en danger l'ensemble de votre infrastructure. Pour illustrer cette approche, imaginez par exemple qu'un employé tente d'accéder à des fichiers personnels contenant des informations de contact de vos clients. Comme il n'y avait jamais accédé auparavant, il s'est donc écarté du comportement attendu. L'UEBA identifie de tels événements et les met en corrélation avec d'autres événements suspects, permettant ainsi aux équipes de sécurité d'obtenir une liste des entités les plus à risque afin d'agir en conséquence avant qu'ils ne causent des dommages. Notez bien que la détection des violations de données ou de politiques, des abus de privilèges et d'autres menaces internes le plus tôt et le plus efficace possible permet de limiter les dommages causés par les attaques. Le troisième outil ici est l'architecture de la solution de défense contre les cybermenaces de Cisco. Cette architecture de sécurité utilise une détection et des indicateurs basés sur le comportement pour offrir une visibilité, un contexte et un contrôle accru. L'objectif est de savoir qui mène l'attaque, quel type d'attaque il effectue et où, quand et comment l'attaque a eu lieu. Cette architecture de sécurité utilise de nombreuses technologies de sécurité pour atteindre cet objectif. Le quatrième outil ici est le framework MITRE ATT&CK, qui est une base de connaissances communautaires sur les tactiques et techniques de l'adversaire, basée sur des observations faites dans le monde réel et proposée par la société MITRE, une organisation privée à but non lucratif financée par le gouvernement américain afin de mener des recherches sur la cybersécurité. La base de connaissances ATT et CK est utilisée comme point de départ pour le développement des modèles et méthodologies spécifiques en matière de menaces dans le secteur privé au sein du gouvernement et dans le secteur des produits et services de cybersécurité. Le framework ATT et CK permet aux équipes de sécurité d'exploiter une mine de connaissances sur les adversaires qui ont été collectés par des milliers de chercheurs en sécurité
à travers le monde et les aide à la fois à se préparer, mais aussi à réagir aux menaces de cybersécurité. Nous allons terminer avec l'outil NetFlow ou FluxNet en français, qui est une technologie utilisée pour recueillir des informations sur les données circulant à travers un réseau, notamment qui et quel appareil se trouve sur le réseau, ainsi que quand et comment les utilisateurs et les appareils accèdent au réseau. NetFlow est un composant important dans la détection et l'analyse basée sur le comportement. Les commutateurs, routeurs et pare-feux équipés de NetFlow peuvent rapporter des informations sur les données entrant, sortant et voyageant à travers le réseau. Ces informations sont envoyées au collecteur NetFlow qui collecte, stocke et analyse les données NetFlow, qui peuvent être utilisées alors pour établir des comportements de base sur plus de 90 attributs, tels que l'adresse IP source et des destinations. Nous allons poursuivre cette partie sur l'approche comportementale avec la restriction d'impact. Même si la plupart des organisations sont aujourd'hui conscientes des menaces de sécurité courantes et déploient des efforts considérables pour les prévenir, aucun ensemble de pratiques de sécurité n'est infaillible. Je vous le rappelle toujours dans chacune des vidéos sur cette formation que je propose. Les organisations doivent donc être prêtes à contenir les dégâts en cas de faille de sécurité. Cependant, ils doivent agir très vite. Les actions que les organisations doivent entreprendre lorsqu'une faille de sécurité est identifiée sont les suivantes. Tout d'abord, communiquer le problème. La communication crée la transparence, ce qui est essentiel dans ce type de situation. En interne, tous les employés doivent être informés et tenus informés des mesures à prendre. En externe, tous les clients doivent être informés par le biais de communication directe ou d'annonces officielles. Le deuxième aspect est être sincère et responsable. Soyez ouvert et expliquez pourquoi la violation a eu lieu et quelles informations ont été compromises. On s'attend généralement à ce que les organisations prennent en charge tous les coûts clients associés au service de vol d'identité requises à la suite d'une faille de sécurité. Le troisième aspect ici est fournir des détails. Vous devez fournir des détails sur la manière dont l'attaque a eu lieu. Le quatrième astuce est trouver les causes. Prenez des mesures pour comprendre ce qui a causé et faciliter la violation. Cela peut impliquer l'embauche d'experts légistes pour effectuer des recherches et découvrir les détails. Le cinquième aspect est appliquer les leçons apprises, c'est-à-dire s'assurer que toutes les leçons tirées des enquêtes médico-légales sont appliquées pour éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l'avenir. Le sixième est la vérification. Les attaquants tentent généralement de créer une porte dérobée pour faciliter de futures violations. Pour éviter que cela ne se reproduise, assurez-vous que tous les systèmes sont propres, qu'aucune porte dérobée n'est installée et que rien d'autre n'a été compromis. Et pour terminer, éduquer et former, c'est-à-dire sensibiliser, former et éduquer les employés, les partenaires et les clients sur la manière de prévenir de futures violations. Nous allons terminer cette partie avec la gestion des risques. La gestion des risques peut se définir comme étant le processus formel d'identification et d'évaluation continue des risques dans le but de réduire l'impact des menaces et des vulnérabilités. Vous ne pouvez pas éliminer complètement le risque, mais vous pouvez déterminer des niveaux acceptables en pesant l'impact d'une menace avec le coût de mise en œuvre de contrôle pour l'atténuer. Juste une remarque très importante, le coût d'un contrôle ne doit jamais dépasser la valeur du bien que vous protégez. Le processus derrière la gestion des risques est le suivant. Encadrer ou identifier le risque, c'est-à-dire identifier les menaces qui augmentent le risque. Les menaces peuvent inclure des processus, des produits, des attaques, une défaillance ou une interruption potentielle des services, une perception négative de la réputation d'une organisation, une responsabilité juridique potentielle
ou une perte de propriété intellectuelle. Répondre aux risques, c'est-à-dire élaborer un plan d'action pour réduire l'exposition globale aux risques de l'organisation, détaillant où les risques peuvent être éliminés, atténués, transférés ou acceptés. Accepter le risque, c'est-à-dire déterminer la gravité de chaque menace. Par exemple, certaines menaces peuvent potentiellement paralyser une organisation entière, tandis que d'autres peuvent ne constituer que des inconvénients majeurs. Le risque peut être hiérarchisé en évaluant l'impact financier, c'est-à-dire effectuer une analyse quantitative, ou l'impact à grande échelle sur le fonctionnement d'une organisation, c'est-à-dire une analyse quantitative. Pour terminer, nous avons la supervision du risque, c'est-à-dire examiner en permanence tout risque réduit grâce à des actions d'élimination, d'atténuation ou de transfert. N'oubliez pas que tous les risques ne peuvent pas être éliminés. Vous devrez donc surveiller de près toutes les menaces acceptées. Juste un point très important les amis, la prochaine formation en cybersécurité sur cette chaîne traitera des fondamentaux de la cybersécurité, dans laquelle nous allons approfondir les concepts de base vus dans cette formation. Nous allons poursuivre cette vidéo avec le guide sur la cybersécurité. Cette partie vise à recommander des configurations de sécurité minimales aux environnements bureaux manipulant des données d'une entreprise ou de toute autre organisation possédant un parc informatique. Et ces recommandations visent à assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, qui sont bien évidemment les trois piliers fondamentaux de la cybersécurité. Le guide suivant décrit celle d'une entreprise X dont je vais taire le nom. Nous allons commencer par le contrôle physique. Dans cette partie, on doit assurer un contrôle physique des accès aux locaux où sont hébergées les données sensibles ou les équipements permettant d'y accéder. On doit placer dans les locaux ou des cabinets sécurisés toutes données non utilisées en format papier contenant des informations sensibles. Protéger tous les postes de travail accédant aux données sensibles par un mot de passe fort. Garder à jour le système d'exploitation ainsi que les logiciels des postes de travail et activer les mises à jour automatiques. Installer un antivirus sur tous les postes de travail. Interdire aux employés non responsables de l'informatique d'installer ces logiciels sur un ordinateur de l'entreprise. Activer le pare-feu sur tous les postes de travail. Configurer l'écran de veille des postes de travail de manière à ce que le poste soit verrouillé et protégé par un mot de passe après une période d'inactivité de 5 minutes. Utiliser une solution VPN permettant d'accéder à des postes de travail à distance de façon sécuritaire. Activer les fonctionnalités du contrôle de compte utilisateur. Nous allons voir cette partie dans la formation Windows et sécurité. Donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé cette formation, je vous invite à aller regarder déjà les 2 premières vidéos qui ont été postées. Demande d'un mot de passe ou d'une autorisation pour effectuer certaines actions. Désactiver l'exécution automatique sous Windows. La deuxième catégorie ici est le stockage et le contrôle de l'accès des données. Éviter de stocker les données uniquement sur un poste de travail, une clé USB ou un disque dur externe. S'assurer d'avoir plusieurs copies des données. Privilégier le stockage des données sur un espace commun sur le réseau recommandé par le responsable informatique. Protéger l'accès aux données sensibles par un mot de passe fort ou idéalement pour les données plus sensibles en les chiffrant directement sur le disque. Assurer un contrôle d'accès aux données respectant le principe de moindre privilège et mettre en place une procédure de retrait de l'accès aux données. La troisième catégorie est le transfert des fichiers à l'externe.
Réaliser tout transfert de données sensibles vers l'externe en utilisant un canal de communication chiffré et en chiffrant les données avant leur envoi. Éviter l'utilisation des services de stockage externes pour partager des données sensibles. Et la dernière ici est la destruction des données. Conserver l'ensemble des données pour toute période requise par les législations en vigueur. Généralement, ici, c'est l'entreprise même qui décide du nombre de temps qu'il doit stocker une donnée. Effectuer une élimination sécuritaire de toutes les données en format papier. Utiliser des mécanismes d'effacement sécuritaire pour tous les équipements électroniques. Vous avez là quelques exemples d'outils pour effacer des données. Procéder à la destruction physique des CD ou DVD, conserver un historique et une documentation des données ayant été détruites et des moyens utilisés pour le faire. Pour ceux qui ont suivi attentivement cette formation, vous verrez que nous avons vu la plupart de ces directives. Nous allons terminer cette partie avec le manuel de sécurité. L'une des meilleures façons de se préparer à une faille de sécurité est de la prévenir. Les organisations doivent donc fournir des conseils sur comment identifier le risque de cybersécurité pour les systèmes, les actifs, les données et les capacités. La mise en œuvre des garanties et la formation du personnel. Un plan de réponse flexible qui minimise l'impact et les dommages en cas de faille de sécurité. Les mesures et processus de sécurité qui doivent être mis en place à la suite d'une faille de sécurité. Le manuel de sécurité est donc un ensemble de requêtes ou de rapports répétables qui décrivent un processus standardisé de détection et de réponse aux incidents. Le manuel de sécurité devrait souligner comment identifier et automatiser la réponse aux menaces courantes telles que la détection de machines infectées par des logiciels malveillants, une activité réseau suspecte ou des tentatives d'authentification irrégulière. Décrire et définir clairement le trafic entrant et sortant. Fournir des informations récapitulatives, notamment des tendances, des statistiques et des décomptes. De fournir un accès utilisable et rapide aux statistiques et aux mesures clés. Et pour terminer, corréler les événements dans toutes les sources de données pertinentes. Nous allons terminer cette vidéo avec les outils de prévention et de détection des incidents. Il existe une gamme d'outils utilisés pour détecter et prévenir les incidents de sécurité, parmi lesquels le SIEM. Le SIEM qui est chargé de collecter, d'analyser les alertes de sécurité, les journaux, les données historiques et les données provenant en temps réel des dispositifs de sécurité du réseau pour faciliter la détection précoce des attaques. Il est capable de trier les informations collectées et de les classer en les catégorisant par type. En d'autres termes, activité malveillante, connexion établie ou non à un système et beaucoup d'autres informations utiles. Une fois que l'information est catégorisée, il va lui attribuer un niveau de gravité en s'appuyant sur des règles prédéfinies. Un SIEM est composé de deux outils principaux. Les SIEM, autant pour moi, pour Security Information Management, et les SEM pour Security Advanced Management. Le deuxième outil ici est le DLP, qui est conçu pour empêcher les données sensibles d'être volées ou de s'échapper d'un réseau. Il surveille et protège les données dans 3 états différents. Données en cours d'utilisation, c'est-à-dire données auxquelles un utilisateur a accès. Données en mouvement, c'est-à-dire des données qui circulent à travers le réseau. Et des données au repos, c'est-à-dire des données stockées dans un réseau ou un appareil informatique. Pour terminer, la famille des IDS et IPS.
Les IDS et IPS sont tous deux des outils de détection et de prévention d'activités malveillantes sur les réseaux, systèmes et applications. Ils comparent tous les paquets réseau à une base de menaces connues et bien d'autres. Bien que tous les deux soient étroitement liés, ils sont tous les deux définis de manière différente. Nous allons commencer par l'IDS ou Intrusion Detection System, qui est une solution de détection d'intrusion. Il analyse et surveille le trafic réseau pour détecter toute violation liée à la politique de sécurité. Les informations sont ensuite en général recueillies par le SIEM. L'IDS est capable de faire de la détection basée sur des signatures. Il est également capable de comparer des comportements anormaux à des comportements normaux, de détecter des anomalies et de faire de l'analyse de protocoles. Il existe deux types d'IDS distincts. Les NIDS pour Network Intrusion Detection System, qui agit au niveau de la couche réseau. Il analyse en temps réel le trafic à l'aide d'une sonde et analyse ensuite les paquets. Les HIDS pour Host Intrusion Detection System. Ils agissent au niveau de la couche système. Ils analysent le fonctionnement des machines sur lesquelles ils sont installés et vérifient également l'intégrité des fichiers. L'IPS ou Intrusion Prevention System, qui est une solution de prévention d'intrusion contrairement à l'IDS, qui fonctionne comme un système de surveillance et de détection capable d'agir et de bloquer toutes les intrusions ou événements de sécurité anormaux. Tout comme l'IDS, il existe plusieurs familles d'IPS qui peuvent faire varier leur fonctionnalité. Nous avons les NIDS pour Network Intrusion Prevention System, qui par défaut agissent principalement entre le monde extérieur et le réseau interne, comme un pare-feu par exemple. Il agit comme un pare-feu. Ils vont contrôler les paquets et les accepter ou les rejeter en suivant un ensemble de règles prédéfinies. Les NIPS peuvent également faire des WIPS, c'est-à-dire la prévention sur des systèmes sans fil. Nous avons les HIPS pour Host Intrusion Prevention System, qui sont capables d'agir sur les systèmes. Ils surveillent les pilotes, les processus, les points DL, qui sont des fichiers système. Et s'ils détectent une anomalie, ils seront capables de la bloquer. Et pour terminer, les KIPS pour Kernel Intrusion Prevention System, qui permet de lister les tentatives d'intrusion au niveau du noyau du système d'exploitation. Pour terminer, nous avons le NDR pour Network Detection and Response. Il surveille de manière continue le réseau et est capable de détecter les comportements suspects et de répondre en temps réel de manière native ou via l'intégration d'autres solutions comme les SIEM, les SOAR, etc. Le NDR est donc une forme d'IPS-IDS évoluée, car contrairement à ces derniers qui sont limités à l'analyse du réseau entrant et sortant, le NDR lui est capable d'analyser des comportements anormaux internes. Par exemple, une attaque via une clé USB. Il détectera les déplacements dits latéraux à travers le réseau, c'est-à-dire le déplacement des actifs comme des comptes, des bases de données, des ressources système, etc. à un autre. Nous allons donc conclure cette vidéo avec la vigilance, qui est justement un point essentiel pour contrer les attaques contre les cybercriminels. Ajoutez bien évidemment toujours aux mesures que nous voyons au cours des vidéos, la vigilance. Et notez également que définir et mettre en œuvre tous ces différentes politiques de sécurité peuvent prendre du temps et être un défi. Nous avons retenu deux questions ici, dont la première: quelle est la dernière étape d'un test d'intrusion? En A, vous avez l'analyse et le reporting. B, vous avez la collecte d'informations sur la cible. C, vous avez le balayage. Et D, vous avez le maintien d'accès. La deuxième question est
lequel des outils suivants peut effectuer une analyse de trafic et des ports en temps réel. Il peut également détecter des analyses de ports, des empreintes digitales et des attaques par débordement de tampons. On a MMAT qui est un outil dont nous avons parlé dans cette formation. Nous avons FluxNet ou NetFlow qui est un outil également que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons le SIEM qui est un outil dont nous avons vu dans cette vidéo. Et nous avons, pour terminer, en D, le Renifler ou Snort. Donc, j'attends vos réponses dans l'espace commentaire. S'il vous plaît, répondez les amis, car ça permet de voir si vous avez compris le contenu de la vidéo. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos. Active la cloche de notification car c'est très important si tu veux recevoir les notifications à chaque fois qu'on publie les vidéos sur cette chaîne. Like également la vidéo pour son référencement. Laisse ton avis dans les commentaires concernant le contenu de la vidéo et aussi répondre aux quiz dans l'espace commentaire. Et partage bien évidemment sur tous tes réseaux sociaux pour agrandir la communauté SEC Academy. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.